Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Yéti, le vidéocast qui donne la parole aux éclaireurs pour que leur vision devienne réalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, en tout cas non, d'être reçu chez et par Michel Tanner. Michel Tanner, bonjour. Bonjour. Merci de nous rencontrer, de nous faire l'honneur de nous recevoir chez toi, en ton domicile ici à Mons. Michel, aujourd'hui, nous allons parler de tout un tas de choses. En tout cas, on va essentiellement parler de franc-maçonnerie parce que récemment, j'ai suivi sur TéléMB un documentaire qui parlait des 300 ans de franc-maçonnerie et j'ai eu le plaisir et l'incroyable surprise de voir que le metteur en scène que j'ai pu assister, mon ancien prof, mon ancien directeur de théâtre, était franc-maçon. Et je me suis dit, tiens, la franc-maçonnerie, aujourd'hui, à quoi ça sert ? Est-ce que la jeunesse a besoin de franc-maçonnerie ? Est-ce que la franc-maçonnerie a besoin de la jeunesse ? D'où ça vient ? Pourquoi ? J'aimerais bien qu'ensemble, on puisse un peu parcourir la franc-maçonnerie au travers du regard de Michel Tanner. Le regard de Michel Tanner ne te répondra pas en tout cas en disant que la jeunesse a besoin ou non de franc-maçonnerie. Je n'en sais rien du tout. Habituellement, il y a évidemment quelques jeunes, mais la majorité des membres de la franc-maçonnerie ne se situe pas dans une frange très jeune. La maçonnerie se situe globalement entre 40 et 80 ans quand on va jusque-là. Et la moyenne d'âge en Belgique, en tout cas au Grand Orient, dont je suis un membre actif, se situe à 60 ans. Mais on commence plus tôt, c'est d'ailleurs recommandé, même avant 40 ans, ça arrive de plus en plus souvent et c'est une bonne chose. Voilà. Et voilà comment existe la franc-maçonnerie. Tu m'as découvert dans un document que j'ai accepté de faire, dans lequel je parlais des signes maçonniques, donc de franc-maçonnerie dans notre bonne ville de Mons, où je suis membre d'un des ateliers maçonniques du Grand Orient de Belgique. Il y en a 3 à Mons, 4 même, et je suis membre, moi, d'un des 4. Justement, tu m'as dit, le mot est important, je t'ai découvert. Je croyais effectivement que les francs-maçons étaient des personnes qui faisaient partie d'une société secrète, qui ne se dévoilaient pas, on ne savait jamais qui ils étaient, ils sont parmi nous, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, qu'est-ce qu'il en est du secret maçonnique ? Pourquoi est-ce que les gens se cachent ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? D'abord, historiquement, la chose est reconnaissable et assez simple. Les francs-maçons se sont fait largement persécuter pendant la dernière guerre. Tu me diras, la dernière guerre, il y a longtemps, mais néanmoins, on peut toujours, et la franc-maçonnerie est une société, c'est pas son principe, mais une société méfiante par rapport au regard extérieur, et l'appartenance des frères est secrète. Soyons très clairs, rien ne m'interdit, tout m'autorise à me déclarer franc-maçon, en tout cas quand on l'est, étant donné que je le suis, je peux me déclarer franc-maçon. Je ne peux en aucun cas donner la présence d'autres, nous nous appelons frères, d'autres frères d'un atelier, d'une loge, et je ne peux vraiment pas dévoiler qui en fait partie. Voilà. Ça reste secret. Ça reste pour le moins discret. Ça s'est vu, et même des autorités, même un peu de temps en temps, se mettent en face de l'atelier maçonnique de Mons et regardent qui entre et qui sort. Mon Dieu. Pour un franc-maçon, ça ne se dit pas trop, mais je crois que nous y viendrons et nous en parlerons. Voilà. Maintenant, et pas seulement depuis que j'ai fait cette émission, beaucoup de gens à Mons, depuis les 35 ans que je suis franc-maçon, savent que je le suis.
tout va bien. Tu vis bien avec ça? Ah, mais je vis parfaitement avec ça. Je n'ai aucun problème. Et la question la plus évidente, mais la première à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est une religion? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi est-ce qu'on se ferme les portes si on n'a rien à se cacher? Qu'est-ce qui se passe en franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie est une société discrète, secrète, peu importe, qui est une société initiatique. Ça veut dire qu'elle est progressive, ça veut dire qu'on y progresse, on avance progressivement par paliers, adogmatique, en tout cas pour la franc-maçonnerie que je fréquente. Donc la religion, en tout cas selon les religions que nous connaissons le plus facilement, les religions monothéistes, nous ne sommes sûrement pas une religion, une secte, en tout cas pas. C'est une société qui regroupe un certain nombre de personnes qui étudient, on y reviendra, qui essayent de progresser en progressant individuellement pour améliorer la société. C'est présomptueux quand même, je veux dire. Donc je vais m'améliorer moi pour faire progresser la société. Donc il y a un idéal commun. Vous partagez un idéal en vous disant la société doit être comme ça ou comme ça. Ah non, pas du tout. Elle doit être le mieux possible. La société doit être le mieux possible. C'est une société qui, auparavant, on aurait pu être qualifiée de société à mystère. Que signifie une société à mystère? Ça signifie qu'elle est réservée aux gens initiés et que personne d'autre ne peut en être. Pour être initié, c'est une espèce de cooptation, c'est une interrogation de gens par rapport à d'autres, et on propose à des gens de venir rejoindre les francs-maçons. Certains sont refusés pour des raisons parfois religieuses, parfois dogmatiques, parfois politiques. Tu veux dire qu'à un moment donné, on va présenter quelqu'un, ou quelqu'un se présente, quelqu'un frappe à la porte et dit j'aimerais bien devenir franc-maçon, même sans savoir ce que c'est. Il aimerait bien le devenir, et puis des gens vont se dire mais on va faire une présélection, la personne est prête ou pas? Non. Il y a des gens qui, selon l'expression bien connue, frappent à la porte. Ça n'est pas une majorité. La majorité des gens qui entrent en franc-maçonnerie, hommes et femmes, sont présentés par d'autres qui y sont déjà. En se disant tiens, cette personne-là, elle a des qualités qui nous correspondent, c'est ça? On les reconnaît? Non, rien. On trouve que ces personnes peuvent aider, après nous allons parler un peu plus ésotérique, peuvent aider la franc-maçonnerie, ceux qui sont déjà, à faire progresser, à travailler au bienfait de l'humanité. C'est extrêmement prétentieux. Mais un peu, oui. J'en reviens au fait que si tu t'améliores toi-même, si je m'améliore moi-même, automatiquement, j'améliore l'humanité, mais est-ce que la société. Ça ne flatte pas un peu l'ego déjà de dire tiens, j'ai été choisi, on a dit que je pouvais faire partie de ce club? Ça fait pas un peu club anglais comme ça, ce mec-là ou cette nana-là vaut la peine? On en reparlera d'ailleurs, est-ce que les hommes et les femmes peuvent le faire? Non, oui, ils peuvent de toute façon. La comparaison, le recours à l'Angleterre est bienvenu puisque l'origine de la maçonnerie est britannique. D'accord, parce que ça me fait penser un peu justement, tu sais, à ces clubs anglais où on voyait on pouvait même lire dans la littérature, ces hommes, ces gentlemen, tu vois, qui rentraient, qui prenaient leur thé, et qui fermaient et qui parlaient de choses dont on ne pouvait pas entendre parler. Moi, je ne sais pas si on peut en entendre parler, je n'ai jamais fréquenté ce genre de choses. En tout cas, c'est pas du tout comme ça chez nous. D'accord. On ne prend pas le thé d'abord.
Mais je ne pense pas que ça flatte l'ego. Ça ne peut être intéressant que si on est intéressé. Il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, et je peux très bien comprendre que ça n'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est une société rituelique. C'est-à-dire qu'on y travaille par rituel. Ma foi, parfois un peu compliqué, parfois un peu simple, parfois un peu ésotérique. C'est un mot que j'ai déjà employé plusieurs fois. C'est une société qui c'est mon avis, mais on peut trouver ça dans beaucoup de livres, qui a recréé une forme de sacré. Qu'est-ce qui est sacré? Tout ce qui n'est pas profane. Donc la franc-maçonnerie, c'est construit un espace propre, un espace dit sacré, dans un temps dit sacré. C'est-à-dire que profane signifie profanum, c'est du latin comme chacun sait, ce qui signifie devant la porte. La franc-maçonnerie est un endroit, un atelier ou une loge, peu importe, ça s'appelle une loge maçonnique souvent, qui travaille et qui abandonne tout profane. Pour en revenir à Platon, abandonne tout ton côté profane devant la porte. Il y a une série de descriptions du profane, et c'est une société, comme je disais, à mystère, c'est-à-dire que seuls les initiés, donc c'est une société initiatique et progressive. Tu as d'autres exemples de sociétés à mystère ou initiatiques et progressives? Oui, les mythes d'Éleusis. C'est surtout antique, c'est surtout gréco-romain. Des formes de religion, Mitra, oui, il y a beaucoup. Il y a aussi des sociétés qui sont moins secrètes que la franc-maçonnerie. Je veux dire, ça n'a pas grand-chose à voir, mais le Rotary, par exemple, accueille un certain nombre de gens qui sont sélectionnés ou qui remplissent un certain nombre de conditions pour pouvoir rentrer dans ce type de société. Le Rotary, c'est un club-service. C'est un service-club, oui. Et est-ce que vous êtes un service-club aussi? Pas du tout. Non. Mais nous avons, la maçonnerie en général, je ne parle pas nécessairement de moi, nous sommes une centaine, nous, mais pas nécessairement de moi, nous avons une action philanthropique énorme. D'accord. Donc nous aidons des moins nantis, des plus pauvres, des étudiants, tout un certain nombre de choses pour laquelle on nous fait une demande ou pour laquelle nous provoquons une demande ou une démarche. Nous avons un prix, par exemple, qui est le prix Parfaite Harmonie, qui aide des étudiants dans le besoin, avec une bourse relativement importante. Alors, tout ça reste quand même très mystérieux. J'ai beaucoup entendu... Quand on va sur Internet, on lit de tout et n'importe quoi sur le sujet. Et on parle souvent aussi, j'enfonce des portes ouvertes peut-être, mais pour moi c'est important de les traiter avec quelqu'un qui est à l'intérieur. On parle énormément de ce fameux complot judéo-maçonnique, comme quoi le besoin, la volonté finale, c'est de dominer le monde des hommes avec un pouvoir pyramidal. Tu sais, ces fameuses pyramides qu'on voit sur les billets de banque américains et qu'on retrouverait des signes partout dans les villes américaines. Et d'ailleurs, dans le documentaire qu'on a vu sur Mons, on retrouve des lieux où on dresse des pyramides ou des choses comme ça, où on retrouve des symboles maçonniques. Est-ce qu'il y a un complot judéo-maçonnique et pourquoi ce complot judéo-maçonnique revient dans l'histoire? J'ai même vu au Mondaneum, lorsqu'on en avait parlé ils avaient fait une présentation des affiches politiques sur la propagande, et d'ailleurs, lors de la dernière présentation également pour les 300 ans de la franc-maçonnerie, on parle de ce fameux mythe du complot judéo-maçonnique. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur le complot judéo-maçonnique? Et alors là, c'est plein de mots, ce que tu dis. D'abord, mythe, c'est pas ça du tout. Un mythe, c'est pas ça. Un mythe, c'est un objet d'inconscient qui est collectif. Donc, soit le mythe judéo-maçonnique
le complot judéo-maçonnique, il faut faire très attention, c'est les nazis qui ont inventé. D'où le côté secret dont on parlait tout à l'heure, où, je veux dire, qu'ils sont venus une fois, on essaye d'échapper à ce qu'ils viennent une deuxième fois. Mais il ne faut pas être franc-maçon pour ça. Tous les juifs essayent d'éviter le complot judéo-maçonnique. Ça veut dire que, d'après l'extrême droite, un certain nombre de sociétés veulent prendre le pouvoir et diriger le monde. Ce qu'eux-mêmes veulent faire. Ce qu'eux-mêmes ont fait. En massacrant tout ce qu'ils pouvaient sur leur passage, surtout les juifs et les francs-maçons. Et rappelons aussi les homosexuels, les tziganes, etc., les anarchistes. Voilà. Donc il n'y a aucun complot judéo-maçonnique. C'est une société qui essaye de s'informer, mais pas de s'informer de la politique de monsieur Boucher ou de madame Habib, non, pas du tout, qui essaie de s'informer sur un certain nombre de sujets qui sont déclinés par des membres de la franc-maçonnerie qui sont un peu spécialistes dans un certain nombre de domaines. Je travaille beaucoup. Je fais par exemple des conférences, ça ne s'appelle pas conférences, mais peu importe, des conférences sur le théâtre, sur la Bible. La franc-maçonnerie a des rapports avec la mythologie biblique et la mythologie grecque. C'est certain, parce que nous travaillons selon certains rituels. Mais en rien, je suis capable, moi d'abord, mais les gens qui participent, à dire comment prendre le pouvoir, comment gagner les prochaines élections, qui sont les francs-maçons qui se présentent, et surtout voter pour eux. Cela n'existe pas. Ou si ça existe, c'est paramaçonnique. Ce sont des gens qui discutent en dehors de la loge, en dehors de la maçonnerie, pour essayer, parce qu'ils se sont connus, peut-être. Oui, comme des catholiques qui vont quitter à un moment, ils vont faire leur communion ensemble et qui, parce qu'ils se connaissent, à un moment donné, vont faire des affaires ensemble. Ouais. Oui, je ne sais pas, moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelque temps quand même, les évêques disaient surtout ne votez pas socialiste. Oui, c'est ça. Votez catholique. Avant que ça ne soit les engagés, etc., etc. Les évêques disaient vous ne pouvez pas voter catholique, vous ne pouvez pas voter socialiste. Non, ça n'existe pas. La maçonnerie ne fait pas ça. Pas de prosélytisme non plus? Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est ma question, parce qu'à un moment donné... C'est une société de type de cooptation. Non, d'abord, qui parle de la maçonnerie, sauf quand un présentateur avec une équipe de télévision vient demander ce que c'est que la maçonnerie. Prosélytisme, je n'ai jamais vu, je peux me tromper, j'ai jamais vu rejoigner la franc-maçonnerie. Il n'y a pas une volonté à un moment donné de faire grossir des rangs pour que tout le monde soit franc-maçon. Nous sommes relativement peu nombreux. On peut, en Belgique, en tout cas pour le Grand Orient, nous sommes 20 000 sur 11 millions. Et de ce fait, le fait d'être une société, est-ce que vous êtes quand même rassemblés autour de valeurs communes? Est-ce que quels sont les piliers qui vous relient? Parce que tu me parlais justement, pour moi c'est plutôt bon signe de se dire que des nazis en veulent à quelqu'un. Je préfère m'intéresser aux personnes dont les nazis en voulaient. Mais pourquoi est-ce que vous en voulez tant et quelles sont les valeurs qui vous rassemblent? D'abord, nous sommes si pas parfaits, qui est parfait? Nous sommes de grands démocrates. Donc, c'est-à-dire que la démocratie, la séparation des pouvoirs, Montesquieu était maçon. C'est quand même lui qui a créé l'image même de la séparation des pouvoirs, donc de la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est pas le suffrage universel, la démocratie. C'est la séparation des pouvoirs. On peut aussi considérer que les francs-maçons ont beaucoup travaillé, des francs-maçons, mais même les loges maçonniques, sur des sujets aussi pointus et essentiels que l'euthanasie,
l'interruption volontaire de grossesse, le mariage pour tous. Ça, la maçonnerie s'en occupe. Rendre la société meilleure, c'est accepter que ces grandes avancées démocratiques existent. Alors là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tous les sujets que tu me cites là, je me suis dit, à mon avis, le clergé ne doit pas spécialement être fan de ces sujets. Le droit à l'avortement, c'était quand même très clivant chez les catholiques. Le mariage pour tous, là tu touches quand même justement des dogmes catholiques assez importants. Et à la fois, tu me parlais de la Bible. Donc, et tu me dis, on travaille sur la Bible. Explique-moi un petit peu, parce qu'ils ne doivent pas être contents, les catholiques, en entendant ça. Ça dépend lesquels. Il y a des catholiques libéraux, comme il y a des juifs libéraux, comme il y a des protestants très libéraux. Il faut un concours de libéralisme dans certains cas. Non, par contre, j'avais une parfaite réponse à ce que tu m'as dit, et puis j'ai dit ça. La maçonnerie est sans doute non pas anti-religieuse, mais anti-cléricale. À une base anti-cléricale. C'est-à-dire que la hiérarchie du clergé n'est pas très très bien perçue globalement. Ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. La volonté de progresser, c'est vraiment de dire il faut que ce dont nous avons parlé, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement si tu préfères, fasse progresser la société. Je pense que nous pouvons prétendre, affirmer que ce sont de grandes conquêtes sociales, intellectuelles, etc., qui font bouger. Il existe beaucoup de pays où la chose n'est toujours pas permise. Pour dire pas permise, ça veut même dire interdite, proscrite tout le temps. Et la maçonnerie lutte contre ce genre d'interdit et de prescription. Maintenant, la société, il ne s'agit pas d'une société à but social non plus. Il va de soi. Nous travaillons, c'est la maçonnerie, plus ou moins selon les loges, selon les ateliers, selon les pays, selon tout, est une société symbolique. C'est une société où chacun s'engage à travailler. La maçonnerie demande du travail. Des textes écrits, des textes lus. Et je parlais de la Bible, voilà où j'en étais, je parlais de la Bible. La maçonnerie, pour progresser en tout cas, selon mon regard sur la maçonnerie, a la permission, voire l'obligation, de travailler, de faire de l'exégèse et de l'herméneutique sur tous les textes fondamentaux. Quels sont les textes fondamentaux ? D'abord, la Bible, ensuite les évangiles, troisièmement le Coran, etc., etc., etc. On peut aussi resituer dans ces textes fondamentaux des textes aussi importants qui sont la base même de notre pensée, l'Iliade et l'Odyssée, la Divine Comédie, un certain nombre de choses qui sont des textes qui ne sont pas un roman policier, admettons-le, qui sont des textes à partie ésotérique, c'est-à-dire compliqué, qu'il faut lire entre les lignes, et la maçonnerie s'occupe de lire entre les lignes. Tous les maçons ne sont pas d'accord entre eux. Pour lire, prenons n'importe quoi, il y a un livre là pour lire la Divine Comédie, qui est une littérature compliquée, qui parle de Dieu, mais aussi du diable, contre, pour, etc., etc., peut être pris en charge par la franc-maçonnerie, et c'est, pour moi, ce qu'il y a de plus intéressant. Il va de soi que je m'intéresse à tous ces problèmes sociopolitiques qui nous encombrent, qui sont difficiles, la corruption, la politique comme elle est parfois
conçue dans nos pays, même démocratiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur le symbole. Sur le symbole et sur l'analogie. Et la franc-maçonnerie est une société qui travaille de manière analogique, c'est-à-dire que s'il prend un texte fondamental, donc nous allons du plus vieux texte qui est Gilgamesh, un texte aujourd'hui qui est un texte philosophique qui vient sortir, Comte Sponville, peu importe, il y en a beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est les déclarations et en quoi ça peut encore nous toucher aujourd'hui. Ça n'est pas une chose simple de faire de la maçonnerie. Ça peut être simple quand on ne travaille pas. La franc-maçonnerie, par exemple, c'est ce qui nous permettrait, tu entendras mon conditionnel, de travailler le mystère, donc la chose à développer, quand on parle d'évidence. Une évidence n'est jamais totalement évidente. Derrière, il y a toujours quelque chose. Je dirais généralement que la maçonnerie doit nous permettre de rendre l'invisible visible. Ça n'explique rien. Hein. Si tu me demandais qu'est-ce que ça veut dire, j'aurais bien du mal, sans passer par l'exemple, sans passer par la visite même de moi-même. La franc-maçonnerie, celle qui demande du travail, a pour but de ressortir les questions essentielles. Par rapport à ça, je me dis, bon, tu as plein de bouquins, j'ai fait le tour un peu de tes livres, effectivement, j'ai vu la Divine Comédie, la Bible et bien d'autres bouquins. Pourquoi être franc-maçon? Est-ce que tu ne pourrais pas faire ce travail déjà tout seul, toi-même ici? Est-ce que tu ne le fais pas déjà? En quoi tu as besoin d'être franc-maçon pour faire ce travail-là? Ah ben c'est le contraire, hein. C'est peut-être parce que je le faisais que je suis devenu franc-maçon. Parce qu'à un certain moment, tu es quand même pris par un certain nombre de limites, le limite de l'individualisme, le limite de ta solitude. En plus, tu as envie de partager, en plus, tu as envie de communiquer, en plus, tu as envie de partager une poésie même, la poésie même de l'existence, et tu rentres dans un groupe. Et tu penses que tu as besoin, en tout cas la franc-maçonnerie t'offre cette possibilité-là de parler de certaines choses que tu ne pourrais pas parler à l'extérieur? Oui. Bien sûr. Je sais que quand je vais 2 fois par mois dans mon atelier, je vais parler du sens caché des choses. C'est ça. Vous êtes instruit par rapport à ça et donc c'est comme si tu avais déjà les gens ont les présupposés, les gens ont les bases pour pouvoir accueillir ton discours? Non. La franc-maçonnerie est une société qui travaille par instruction, qui ne travaille pas par enseignement, qui travaille par... La franc-maçonnerie est une société dans laquelle les étudiants n'étudient pas, où les enseignants n'enseignent pas et où tout le monde apprend. D'accord. Là, on revient un peu... je pense un peu à Aristote qui discutait qui marchait avec ses disciples et qui échangeait. Sans contrarier, c'est Socrate. Oui. Mais peu importe. Totalement. C'est ça. La franc-maçonnerie, on ne peut pas qualifier la franc-maçonnerie de société socratique, mais pourquoi pas? Aristotélicienne, pourquoi pas? Platonicienne, pourquoi pas? Néo-platonicienne, pourquoi pas? Bien sûr, spinozienne, évidemment. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, on parlait de Montesquieu, les philosophes, Voltaire et Montesquieu, même si Voltaire se fut tardif, sont devenus francs-maçons. Jean-Jacques Rousseau, pas. C'est normal. Jean-Jacques Rousseau posait des réponses qui n'entraient pas dans le questionnement même de la franc-maçonnerie. Ça n'empêche pas que c'est... Un exemple? L'éducation des enfants. Par exemple. Enfin, il a aussi dit beaucoup de choses très intelligentes et très utiles et indispensables. Ton regard justement sur l'éducation aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, c'est une impression, hein, et c'est pour pas radoter, mais des fois on entend parler d'une crise de l'enseignement. On a l'impression qu'aujourd'hui,
enseigner, ça devient quelque chose de compliqué, avec en plus les technologies qui nous permettent d'avoir accès à l'information, comme si l'information se suffisait à elle-même et qu'on n'avait plus besoin d'être instruit. D'ailleurs, je viens de confondre effectivement Aristote et Socrate, pour voir à quel point je suis encore limité dans mon enseignement. Quel est ton regard par rapport à ça, vous qui travaillez l'instruction, justement? Eh bien, nous en discutons. Mon regard va dans la situation actuelle de l'enseignement, dans la situation actuelle des enseignants. Il ne manque pas d'enseignants en maçonnerie. Et nous sommes parfois inquiets, non seulement sur la manière dont fonctionne l'enseignement, mais surtout dans le respect de la laïcité. Il ne faut pas se cacher que la franc-maçonnerie est une société qui défend, je dirais avant tout, mais ça n'est peut-être pas tout à fait juste, l'enseignement public, l'enseignement laïque, c'est-à-dire l'enseignement officiel. Je parle pour la Belgique. Pour la France, c'est plus encore, puisque ce qui n'est pas officiel est privé. Ici, on peut en discuter. Donc, je disais tout à l'heure que le cléricalisme n'était pas la démarche la préférée des francs-maçons, privilégiée sûrement pas. Nous parlons aussi d'autorité. Nous parlons aussi de dogme. Nous parlons et c'est un autre, parlons de mystère. Tu sais que dans la religion catholique, il y a des mystères. Ça veut dire que Dieu a toujours existé, existera toujours. Nous rejetons. Nous rejetons l'argument d'autorité. Nous travaillons par libre examen. Nous prenons tout ce que nous pouvons trouver et nous l'examinons à la lumière de la vérité de la lumière de la vérité. Il n'y a pas de hiérarchie, parce que j'avais lu aussi ordre maçonnique, donc des ordres. Pour moi, l'ordre, ça me fait penser à la hiérarchie. C'est pas comme ça? C'est parfois un peu comme ça, mais ça n'est pas du tout une majorité. Il existe, la seule hiérarchie est une hiérarchie administrative, ce qui est absolument indispensable. Donc c'est une hiérarchie organisationnelle. D'accord. Mais il n'y a pas d'autorité. Par exemple, le chef, mettons des guillemets énormes, de mon atelier, qu'on appelle un vénérable, c'est dans tous les livres et dans toutes les publications, est le premier entre ses égaux. C'est-à-dire que pendant un certain temps, pas très longtemps, 2 ans ou 3 ans, il dirige l'atelier, c'est-à-dire que il prend sur lui une organisation épouvantable, il organise les conférences, il organise les rencontres, il organise les repas, etc. Il n'est pas tout seul, mais enfin, voilà en quoi consiste la hiérarchie. Comme un président de la SBL, quoi. Oui, en plus... Ça dépend quelle SBL. Oui, ça dépend quelle SBL, on est d'accord. Si la maçonnerie était organisée en SBL, ce qu'elle est, mais parlons d'autre chose, c'est le chef d'une petite SBL. Mais il n'a aucune autorité. D'accord. Ni morale, ni aucune. Est-ce qu'il y a une volonté commerciale quelconque? Est-ce qu'il y a de la vente ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a une... Si ça existe, on m'en a jamais parlé, mais il y a que 35 ans que j'y suis. Non, bien sûr que non. Rien par rapport à ça. C'est vraiment... Donc, ce que tu me dis, ça me paraît assez pur, tu vois, c'est des personnes qui décident de se retrouver entre elles, qui se disent que l'éducation ne se suffit pas à elle-même, il faut s'instruire, et tu me dis que c'est très égalitaire, qu'on se pose des questions et on respecte la liberté de chacun. Ça me paraît presque utopiste, finalement, c'est le rêve de tout un chacun, non? Eh bien, la maçonnerie est utopiste. Puisque nous avons comme but... Les gens qui vont m'écouter disent qu'est-ce que c'est. Nous avons pour but de construire le temple de l'humanité. Ah, il y a temple. Ah, d'accord. Oui. Ah, il y a temple. Mais un local maçonnique est un temple maçonnique. Okay. Donc, ça n'est pas religieux. On pourrait aller très très loin. Temple, atelier, loge. Ce sont 3 mots qui sont parfois un peu mélangés, qui ont une valeur propre, mais qui sont un peu mélangés. Le extérieur, l'atelier, l'endroit où on travaille, donc où je fais 2 fois.
2 fois par semaine, et qui devient sacré par ma présence avec la porte fermée. Ok. Profane, sacré. Dans un temps sacré, ça n'a pas d'importance. On travaille pendant 12 heures. Il va de soi qu'on ne reste pas 12 heures, mais on dit qu'on reste 12 heures, c'est-à-dire c'est une question de lever et coucher de soleil. Mais ça, il y a plein de livres, mais je vous donne tous les renseignements. Mais donc, je me pose une question, je me dis, mais c'est très vertueux, le but est philanthropique, c'est de l'instruction. Pourquoi est-ce que vous êtes alors aussi secret? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas justement de pouvoir transmettre ça à un maximum de personnes? Parce que on en a bien besoin aujourd'hui, justement, de pouvoir mettre de la nuance, de pouvoir s'écouter avec envie, de pouvoir se transmettre l'équité d'instruction. Le côté initiatique est compliqué. Et le côté rituelique est compliqué. On n'agit pas dans un temple maçonnique comme dans un bistrot, comme dans un terrain de football. Non, il y a des règles très très précises, je dirais même parfois strictes, et qui, selon les loges, selon les ateliers, sont plus ou moins difficiles, plus ou moins magiques, mystiques. C'est pas tout à fait vrai non plus. Donc ça, c'est déjà un obstacle à ce que tous viennent. Deuxièmement, il y a beaucoup d'organisations qui sont philanthropiques, qui sont pleins, où tout le monde ne va pas non plus. La maçonnerie en est une. Nous sommes en manque de personnes. Hein. Nous sommes en manque de recrutement. Nous ne sommes pas nombreux et nous ne multiplions pas le nombre de francs-maçons qu'il y a. La franc-maçonnerie, pour le moment, est en chute, pas libre, mais nous sommes bien moins que avant le Covid. Tiens, pour marquer une date, nous sommes beaucoup moins qu'avant le Covid. Et beaucoup de gens, pour des raisons ou d'autres, parce qu'ils n'ont pas envie de travailler comme ça, parce qu'ils ont fait le tour, parce qu'ils n'ont pas compris, on est absolument incapable de prédire si un tel ou un tel qui va nous rejoindre va comprendre, va se plaire. Et quelques-uns partent. Même les enseignants partent alors. En parlant de ça, est-ce qu'il faut exercer un métier particulier? Est-ce qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas... est-ce qu'il faut être un intellectuel pour pouvoir entrer en maçonnerie? Non. Il faut être... Je ne crois pas, je crois que c'est partout aussi. Il faut être probe et libre. C'est-à-dire libre et de bonnes mœurs. C'est-à-dire que depuis 1723, il faut être un homme vrai. Donc, non corrompu. Voilà. Il a ses droits de citoyen, quoi. Obligatoirement. Encore que chez nous, on ne le demande pas, mais on se renseigne quand même. Mais bien sûr, il faut être libre et honnête. Oui, tu ne peux pas avoir de casier judiciaire, ce genre de choses. Ça dépend ce que c'est. Tu peux avoir des procès-verbaux, des procès de circulation. Je n'ai encore jamais vu peut faire de l'excès de vitesse. Quelqu'un qui roulait trop vite. Je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne pouvait pas entrer parce qu'il roulait trop vite en voiture. C'est ça. Non. Mais donc, en tout cas, il faut être quelqu'un, comme tu dis, de bonnes mœurs. De bonnes mœurs. C'est ça. Mais ça ne demande pas un certificat, puisque chez nous, on ne le demande pas. Ça veut dire que les francs-maçons respectent également la Constitution belge, la loi de la liberté, ça fait partie de... C'est pas demandé non plus. C'est pas demandé. Non, la liberté, oui. La loi, c'est difficile de ne pas respecter la loi et d'être de bonnes mœurs. Le roi n'a pas de présence, même virtuelle, en franc-maçonnerie. On a dit, mais c'est en bonne part de légende, que Léopold Ier était franc-maçon. Léopold Ier, hein, qu'il avait été initié, puisque, au risque de me répéter, on est initié en franc-maçonnerie. Il avait été initié avant de devenir roi des Belges. D'accord.
Oui, donc en fait, finalement, on peut même exercer de grandes fonctions et être franc-maçon. Ah, il faut du temps. C'est chronophage, la franc-maçonnerie. Il y en a évidemment qui viennent, qui se contentent de venir, bonjour, au revoir, et rentrent chez eux. La franc-maçonnerie est chronophage. C'est au minimum 2 fois par mois, toute une soirée, repas compris. On mange aussi, on a cette faiblesse de manger, parfois bien, parfois pas bien, comme partout. Et c'est quand même une série de conférences, de problèmes administratifs et de problèmes que nous pourrions rencontrer entre nous. Mais entre nous signifie aussi que un membre, un frère ou une sœur ou l'autre, peut amener de véritables problèmes qu'il a rencontrés dans son existence ou dans ses rencontres pour venir en parler. On a maintenant, je ne sais pas moi, quels sont les gros problèmes dont on parle. Le wokisme occulte un peu de choses. Mais le wokisme ? Le wokisme, la cancel culture n'entre pas trop en maçonnerie, mais le problème du genre est un problème dont nous parlons beaucoup. Nous ne sommes pas tous d'accord, mais nous laissons toujours parler l'autre. Il y a une discipline de prise de parole qui fait que tout le monde peut parler et tout le monde peut écouter tout le monde. Il y a une manière de parler en franc-maçonnerie qui est un peu étrange, on travaille par triangulation, c'est-à-dire qu'on parle à un troisième pour parler au deuxième. Mais c'est très très simple. Comme un médiateur de débat finalement, qui laisse la parole entre deux protagonistes ? Un peu. Ok. Un peu. D'accord. Voilà. Mais tout problème tout véritable problème, pas personnel, mais de sociétal ou religieux encore, que beaucoup disent qu'on ne peut pas parler de religion en franc-maçonnerie. Enfin, c'est un autre débat et c'est un autre problème dont nous pouvons parler, parce que les références sont parfois bibliques. C'est ce que tu m'as expliqué. Oui, oui. Ouais. Mais tout mais on le ne monde... peut pas en parler. C'est biblique, mais on ne peut pas en parler. C'est compliqué quand même. Non, j'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Tu disais que... Mais tu as dit, certains disent qu'on ne peut pas parler de religion. En maçonnerie. Ok. Voilà. Certains disent qu'il faut parler de religion en maçonnerie. Certains ne le font pas, certains le font. Et ton point de vue, c'est quoi ? Moi, je pense qu'en maçonnerie, on peut parler de tout. Y compris de religion et de politique. On ne peut pas prendre la parole en disant... Je vous rappelle, mes frères, mes amis, les prochaines élections. Que je me présente aux prochaines élections. Non. Pas de publicité. Ça n'arrive jamais. D'accord. Ça n'arrive, chez moi en tout cas, ça n'arrive jamais. Mais on peut parler d'un sujet de société, comme tu parlais à un moment donné du genre. C'est quelque chose qui va être traité chez vous ? Oui. Vous allez en parler de ce changement sociétal sur les genres et comment vous réagissez ? Oui. C'est intéressant. Ça. Mais nous réagissons de manière individuelle. C'est ça. Alors, nous pouvons... Mais enrichi quand même du regard des autres, finalement. Bien sûr que oui. C'est ça. Y compris de grands et très grands spécialistes que nous avons la latitude, vu quand même la largeur de notre recrutement, de faire venir. Nous pouvons faire venir un certain nombre de médecins, de psychologues, de conférenciers de tout genre qui peuvent nous parler de tout. Et nous ne nous en privons pas. Que ce soit des gens, comme tu dis, des personnes initiées ou des personnes profanes ? Non. Le profane ne peut... Il y a quelques exceptions. Il n'y a que des initiés. Mais le recrutement, l'initiation est telle en franc-maçonnerie que nous avons tous les entre guillemets, tous les spécialistes ou tous les regards possibles et que nous pouvons, avec eux, partager notre regard. Mais la décision
on prend du genre d'employer, de changer les adjectifs, de dégenrer, on fait bien une Bible dégenrée maintenant, les Anglais. La franc-maçonnerie, oui. ça? Non, la religion israélite fait une Bible dégenrée. Nous pouvons, nous, avoir un avis que nous gardons comme avis personnel. On ne vote pas, on vote pour le recrutement et pour des choses comme ça, et pour l'administration, mais on ne vote pas sur ce qu'il faut penser. Chacun est totalement, plutôt 3 fois qu'une, et peut-être que c'est la société où on est le plus libre. Chacun est totalement libre d'avoir son propre avis, y compris un avis strictement contraire politiquement à son frère d'à côté ou d'en face, puisqu'on travaille en long. Voilà. Ok. Les valeurs, tu m'as pas parlé. Tu m'avais dit qu'effectivement, tu avais hoché de la tête que oui, il y avait des valeurs que vous partagiez. Quelles sont les valeurs que vous partagez? Tu vas parler de la démocratie. La laïcité. La laïcité, d'accord. La laïcité, okay. Essentiellement. Et la mixité, vous m'avez dit, c'est ça aussi, hein? Non, je n'ai pas parlé. Tu m'avais dit à un moment donné que les frères et sœurs, tu m'as dit, hein, les frères et les sœurs. Oui, bien sûr. Alors, il existe des loges strictement masculines, okay. Des loges mixtes et des loges féminines. Voilà. Qui ne sont pas de la même obédience. Les loges, c'est ça, tu m'as dit que c'était des loges, ce sont des rassemblements. C'est ça qui sont dans les temples. Des ateliers. Des ateliers, ok. Oui. Donc, certains purement masculins, féminins ou mixtes. Oui. Pourquoi cette distinction? C'est un peu comme les écoles avant, où on se disait, mais tiens, on fait des écoles de garçons, des écoles de filles. Il n'y a pas que c'était... Chez nous, c'est pas du tout la même obédience. La maçonnerie, à l'origine, était strictement masculine. Au 19e, elle est devenue mixte. Et au 20e, un certain nombre de sœurs ont décidé de faire de la maçonnerie féminine. Dans l'obédience, donc dirigée par des sœurs évidemment, manquerait plus que ça, qui sont la grande loge féminine de Belgique. Des loges mixtes qui sont pour la majorité le droit humain, qui a été fondé par Marie de Rome, etc., etc. Il y a d'autres obédiences encore, des fausses obédiences, des obédiences sans obédience. Ça s'appelle l'ITOS, c'est un rassemblement de loges qui est mixte. Et puis la Grande Loge, qui est strictement masculine, la Grande Loge de Belgique. Et puis le Grand Orient, qui est quand même l'obédience la plus importante de Belgique. Donc tu fais partie, tu m'as dit, hein, ouais. C'est ça, ouais. Qui est la plus importante, qui vient de se scinder en 3 piliers, un pilier masculin, un pilier mixte et un pilier féminin. D'accord. Donc on peut avoir une loge féminine du Grand Orient de Belgique. Il y en a une. D'accord, ok. Il y en a une. Quel est ton regard à toi là-dessus? C'est important cette mixité, c'est de pouvoir se retrouver entre Non, ce qui est important, c'est la liberté que prennent les frères et les sœurs pour le faire. Ok. Moi, j'ai mon avis. C'est ça. Je travaille sur un plan masculin. Je travaille entre hommes. Je ne sais pas si ça se dit. Nous travaillons entre hommes. Mais le plus important, c'est évidemment la liberté de chacun. Mais alors, je pose une question, mais donc, tu parlais justement de la question des genres. Une personne transgenre. Homme, né homme, et puis devenant femme, dans une loge masculine, qui à un moment donné, sur sa carte d'identité, demande à être une femme. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé chez vous, mais j'imagine que ça pourrait arriver un jour. Ah, ça, c'est plus simple que c'est arrivé. Donc c'est arrivé en France, où un de nos frères est devenu femme. Elle était dans une loge masculine, et le convent, la réunion annuelle des loges, a décidé, sur base de cet exemple, que le Grand Orient de France deviendrait mixte. Ok. Il y a un homme, une femme, qui était architecte, et donc un architecte qui est devenu une architecte. Je ne sais pas s'il faut dire... Maintenant, on féminise beaucoup de choses. Avec architecte, ça passe. Non, ça va. Et le Grand Orient
entièrement, eux, ils sont très nombreux en France quand même, c'est un grand pays, est devenu mixte. Quelques loges individuellement, quelques loges propres ont refusé. Et c'est un peu compliqué. D'accord. Chez nous, ça se passe plutôt correctement. Maintenant, il y a encore des loges qui sont strictement masculines, qui n'accueillent même pas les sœurs. Des loges qui initient ou qui affilient. Des loges qui accueillent. Des loges qui font rien du tout, qui restent strictement masculinistes. Voilà. Et c'est très compliqué. On va s'intéresser... À vivre aussi. J'imagine. J'imagine, parce que c'est un groupe d'amis que tu dois quitter si tu changes de genre. Non, c'est pas ça qui est difficile. Tu sais que quand tu es dans une loge, tu peux aller dans toutes les loges. Hein. Ok. Tu n'es pas serré et enfermé. Donc tu peux aller chez les mixtes et non mixtes, tu peux... Oui. D'accord. Tu peux pas aller... tu peux pas aller, sauf exception, chez les sœurs. J'ai pas dit chez les femmes, j'ai dit chez les sœurs. C'est ça. Les sœurs sont strictement femmes, sauf quelques exceptions. D'accord. Ouais, comme en fait, dans tout ce que vous faites, j'ai l'impression qu'il y a une idée, et puis derrière l'idée, vous allez créer des exceptions quand même, malgré tout, et qu'il y a une forme de remise en question à chaque fois. L'idée, c'est le bienfait au profit de l'humanité. Ouais. Ça, c'est l'idée. C'est difficile, parce que c'est un travail, tu as dit que c'était un travail sur soi d'abord. J'ai vraiment envie de m'adresser maintenant progressivement à toi, Michel. Qu'est-ce que ça t'a apporté, à toi, la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui? Parce que tu continues, 35 ans, tu m'as dit. Comment tu te perçois, toi, sur ton parcours maçonnique? On dit parcours maçonnique? Oui, on dit parcours maçonnique. Je poursuis mon parcours. J'en apprends tous les 15 jours. Un peu plus parce que je vais plus qu'une fois tous les 15 jours. J'en apprends tout le temps, je discute, je marque mon désaccord, je marque mon accord, je questionne, je me renseigne, je progresse. Je fais de la poésie au départ de la trivialité. Je disais tout à l'heure, je rends le visible l'invisible. Je te disais tout à l'heure que la franc-maçonnerie est une société symbolique et analogique. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? C'est un exemple que je sors du Talmud. Tu sais ce que c'est qu'une bougie? Oui. Une bougie, c'est un objet. Si tu vois une bougie, c'est un objet, mais qui est sacré. Tu vas dans une église, un siège, c'est sacré. Exact. Donc, d'un bout de cire, on l'a sorti de son rôle profane et on l'a rendu sacré dans une église. En franc-maçonnerie, la bougie est un objet très symbolique et souvent employé, puisque nous travaillons sous le symbole de la lumière. La bougie représente la lumière et la bougie allumée dans les loges, les nôtres et beaucoup d'autres, une bougie allumée représente la lumière éternelle. Ce qu'on appelle aussi, on ne peut pas développer tout ça en quelques minutes, la vraie lumière. La vraie lumière, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, on appelle ça la vraie lumière, et nous travaillons avec l'idée de la vraie lumière. Alors, il y a d'autres objets. Alors, dans la religion catholique, que je ne pratique pas, chacun le sait, l'Eucharistie est l'objet type de détournement du profane vers le sacré. Une hostie, c'est un bout de mie de pain qui représente tout d'un coup le corps du Christ. C'est comme le baptême, c'est comme avec l'eau, c'est l'eau, le vin, tout ça est symbole. Bon alors, la bougie, c'est un bout de cire. Qui nous permet de voir quand même quand la nuit tombe. C'est bien profane. Non, la bougie, c'est un bout de cire. Maintenant, il faut le faire traverser par une mèche.
le bout de cire, c'est ton corps. La mèche, alors là, selon la maçonnerie que tu fais, tu vas dire, c'est ton esprit. Tu vas me dire ton âme. Non, j'ai pas dit ça, je vais dire mon âme. Je n'ai pas dit qu'esprit, c'était la même chose que âme. C'est ton esprit, c'est ta pensée, c'est ton âme. Maintenant, âme, ça ne veut pas dire qu'il fait partie de ton corps. C'est la même chose que l'esprit, sur un plan sacré. Mais l'esprit peut être saint, puisqu'on parle d'esprit saint. Et du Saint-Esprit, si tu préfères. Les catholiques. Oui, bien sûr, chez les catholiques. Mais nous parlons d'esprit. Alors tu as ton corps, ton esprit, ça fait ta bougie. Et ça devient sacré quand elle est allumée. Elle représente l'éternité, la vraie lumière, la lumière éternelle, etc., etc. Eh bien, la maçonnerie, c'est l'allumette. La maçonnerie que tu pratiques, c'est l'allumette qui te permet d'allumer ta bougie. Parce que sinon, finalement, tu n'arrives pas, quoi. Évidemment. Et c'est au travers des autres. Parce que oui, si on travaille sur le monde, si on travaille sur l'humanité, forcément, c'est accompagner les autres. Oui. Ok. La franc-maçonnerie travaille sur l'analogie et sur le symbole des tailleurs de pierre. Plein de raisons. Oui, ça j'avais lu un peu par rapport aux cathédrales, c'est ça? Ça, c'est une chose. Mais pas aux compagnons du Tour de France. La franc-maçonnerie et 3 catégories de francs-maçons existent. Les apprentis, les compagnons, les maîtres. Quand je dis progressif, c'est que tu rentres comme apprenti et puis tu passes compagnon. Je surélève, mais il y a quelques différences notables, et puis tu deviens maître. Ça dépend des bâtisseurs de cathédrales. Les bâtisseurs de cathédrales étaient soit apprentis, soit compagnons. Et quand tu avais une commande, construire une cathédrale, tu étais maître parce que tu avais une commande et que tu engageais des compagnons et des apprentis. Voilà. Donc pour pouvoir engager des profanes pour devenir franc-maçon, il faut être maître? Non. Ok. Actuellement? Oui? Oui. Ok, d'accord. Oui. La pérennité, donc être parrain ou présentateur d'un profane dans une loge, il faut être maître. C'est ça. Et on passe un examen? Tu passes rien du tout. Tu remplis un questionnaire, on demande que les gens qui connaissent le profane, celui qui n'y est pas, rentrent des rapports, on envoie d'autres maîtres rencontrer le profane. On va pas dire on va pas permettre de rentrer à quelqu'un qui dit qui est fondamentalement antisémite quand même pas fondamentalement du tout, c'est un peu antisémite. C'est inconcevable. C'est ça. C'est inconcevable de mépriser une part de la population. Voilà. Oui, bien sûr, nous manquons bien sûr, nous sommes tous... Non, nous sommes dans une immense majorité. Je parle dans la maçonnerie masculine, mâle, bien sûr, puisqu'elle est masculine, genrée, et évidemment. Hétéro, ça commence à aller beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est vrai, il faut être maître, et pour rentrer des rapports aussi. Enfin, tu deviens maître en 4-5 ans, quoi, à peu près, quand il n'y a pas de Covid. Voilà, donc ça, c'est sûr. On était parti de quoi pour parler de ça? En tout cas, le fait que ce soit coopté, on a parlé des valeurs, oui. C'était important. On demandait à toi ce que ça t'avait apporté. Tu m'as expliqué vraiment cette cire, cette mèche et la franc-maçonnerie, finalement, c'est l'allumette qui t'amène quelque chose. Bien. Et comment tu peux te dire à un moment donné, pour une personne qui nous écoute, qui se dit tiens, ça pourrait m'intriguer. J'ai compris qu'il fallait pas être antisémite, qu'il fallait plutôt être ouvert sur l'humanité et toute l'humanité, être tolérant sur les différences et être en recherche. Alors en recherche de quoi? Du sens? Oui. Du sens de toi-même, du sens de toi-même
dans la société, du sens de la société, du sens du groupe par rapport à d'autres groupes. Même parfois, on n'est pas du tout d'accord, hein, mais bien sûr. Mais je me dis... Nous sommes en recherche de sens tout le temps. Tu parles super bien, tu es très érudit, on t'écouterait pendant des heures. Je me dis, il y a tout un tas de personnes qui certainement sont en recherche, ont envie d'évoluer, mais ça doit aussi être très impressionnant de se dire, peut-être que tout le monde ne peut pas se mesurer, on imagine que les francs-maçons sont des gens qui en connaissent des tonnes. Ça peut faire peur, tu vois. Je te disais tout à l'heure que la majorité des gens, des hommes et des femmes qui entrent en maçonnerie ne rentrent pas en frappant la porte, bien sûr. Quand il y en a qui émettent la demande, le désir, on rencontre toujours un franc-maçon. Ou alors on fait une demande, ou au Grand Orient, ou dans la boîte aux lettres, tout le monde sait où sont les loges maçonniques, ou dans la boîte aux lettres, etc. Et de là, on repartira dans l'autre sens. Mais ça n'est pas la majorité. Repartir, donc, je reformule pour voir si j'ai bien compris. Donc tu veux dire que quelqu'un qui fondamentalement est en recherche, qui se reconnaît dans les valeurs et dans l'envie de partager, qui a envie mais qui ne sait pas, parce que finalement les francs-maçons, comme on ne les connaît pas, on ne peut pas se dire tiens je connais un tel ou un tel, peut très bien se dire je vais contacter le Grand Orient sur Internet. On peut trouver le Grand Orient sur Internet, moi j'avais vu, hein, et dire tiens je suis intéressé par ce que vous faites et j'aimerais vous rencontrer. Bien sûr, demain tu sais où est la loge de Mons, nous sommes à Mons, tu fais une lettre, je m'appelle, j'habite, je voudrais devenir franc-maçon. Tu essaies d'un peu circonstancier un peu plus. Mais tu peux dire, je veux participer à votre travail, je veux participer à vos constructions, je veux participer. Tu peux tout dire, même j'aimerais bien être franc-maçon, tu peux. Et tu mets dans la boîte aux lettres, dans le mois qui suit, tu auras une réponse. D'abord, pourquoi voulez-vous devenir franc-maçon? Évidemment, on va te demander pourquoi et comment. Et puis, tu rencontreras des gens, comme moi, enfin, j'espère pas trop, qui te diront pourquoi voulez-vous devenir franc-maçon? Pourquoi ici? Pourquoi une loge masculine? Pourquoi pas une loge féminine? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a permis? On te posera aussi des questions qui te mettent parfois dans l'embarras. Comment, après avoir fait un enseignement complet dans l'enseignement catholique, vous pouvez être franc-maçon? Comment pouvez-vous vivre, vous l'avez peut-être abandonné, avec le dogme de la religion catholique essentiellement, le mystère. La Trinité. Évidemment, le mystère de la Trinité, le mystère de l'immortalité a toujours existé, existera toujours. Voilà. Beaucoup de francs-maçons se disent pour le moins agnostiques. Beaucoup de francs-maçons se disent athées aussi. Est-ce qu'on peut être franc-maçon et croyant? Oui, moi je me qualifierais de païen, moi. Tu peux développer? Oui. Je pense que Dieu est partout. Je ne pense pas qu'il y a un barbu avec une auréole. C'est pas une auréole d'ailleurs, c'est une nimbe. Hein. Tu sais que c'est une des questions de fin. Je te le dis déjà, c'est la question de fin questionne Dieu. Donc, ah bon? Allons-y. On est à la fin? Non, on n'y est pas encore. Ah bon, alors j'ai encore abusé on viendra dessus. Ouais. Moi, je me dirais plutôt païen. On viendra après. Je pense qu'il n'y a pas de Dieu. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Il faut que tu développes parce que tu as dit. Big Bang. Je pense que Dieu est partout. Je suis pas quantique. Je pense que Dieu est partout, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de Dieu. Oui, mais il est partout. Il est dans mon verre d'eau. Il est comme Spinoza. C'est ça. Deus es natura. Comme Goethe. Est-ce que le mot qui Dieu était franc-maçon, lui. Goethe? Oui. Pas Spinoza. Spinoza, la maçonnerie existe depuis le XVIIIe siècle, mon brave ami. Depuis le XVIIIe siècle, la maçonnerie? Oui. Ça a commencé au XVIIIe, parce que tu me parlais quand même tu parlais que ça venait quand même des tailleurs de pierre opératifs. Non, je parle de là. Non. Je dis que le modèle a été pris dans un truc qu'on appelle les all charge. Donc des loges de travailleurs opératifs se communiquaient les secrets de l'art royal.
Et ils avaient une loge, souvent accolée à l'église, à la cathédrale, au château qu'ils construisaient. La maçonnerie existe à peu près depuis le fin 16e siècle. Qui l'a inventé? Ça ne s'invente pas. Hein. Mais bien quelqu'un qui l'a inventé, la franc-maçonnerie. Ah. Non. Il y a des groupes qui, en Irlande et en Écosse, la franc-maçonnerie est écossaise. Ok. Et je vais te raconter l'évolution. Il y avait des gens qui se retrouvaient, qui discutaient, et puis qui ont travaillé sur le sacré. Or, quel est le texte qui permet d'analyser et de travailler le sacré? La Bible, évidemment. Plus le fait que l'athéisme n'existe pas ou guère. Je viens de te parler de Spinoza, évidemment. Bien sûr qu'on peut jouer dessus. Mais tout le monde avait la Bible. C'est comme 800 ans avant l'ère commune, je ne me mêle pas de Jésus-Christ, 800 ans avant l'ère commune, tous les Grecs connaissaient l'Iliade et l'Odyssée par cœur. Donc s'il y avait des loges maçonniques au 9e siècle avant Jésus-Christ, avant l'ère commune, on aurait accès à un rituel sur l'Iliade et l'Odyssée. Ce qui n'aurait pas été mal parce que ça aurait donné une autre mythologie. C'est ça. Alors, il y a des loges de travailleurs qui, selon les old charges, les vieilles charges, disent voilà comment il faut faire. Et alors là, on dit il faut être honnête, il faut être gentil, il faut aimer son prochain. Ce que nous faisons. Des valeurs, oui, une transmission de savoir-être ensemble. Simplement. Et ils se communiquaient. Quand on n'a plus construit de cathédrale, parce que c'est 13e les cathédrales, après on n'a plus construit de cathédrale, on a construit autre chose, mais donc ça a continué. Et puis on a travaillé de plus en plus sur le sacré. On va faire quoi? Prenons une partie de la Bible, de l'Ancien Testament pour faire simple. Il y a des choses dans le Nouveau Testament aussi, hein, dans les évangiles, non, dans le Nouveau Testament. On va y revenir tout de suite, sur Saint Jean. Et puis, on a travaillé sur, je ne sais pas moi, Babel. Ça. Pourquoi la tour de Babel? Donc vous prenez des mythes et vous travaillez dessus. Bien sûr. C'est ça. Et ça, vous donnez vos points de vue par rapport à ça. Et puis, l'organisation s'est affinée. Le 24 juin 1717, un certain nombre de gentlemen londoniens créent la Grande Loge Unie d'Angleterre. Des gens aussi connus que Payne, Desaguliers, Anderson, bien sûr. Majorité anglais, partagée avec des Français, des Huguenots, qui s'étaient réfugiés en Angleterre. Et en 1723, un pasteur qui s'appelle le pasteur Anderson rédige les premières constitutions de la maçonnerie. Et dans ces constitutions, il y a la définition de ce que doit être un franc-maçon. Donc un homme probe et libre, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas un athée stupide ou un libertin, je ne sais plus quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire un athée stupide? Un athée stupide, ça veut dire que tous les athées sont stupides, ou bien qu'il ne faut pas qu'il soit athée et stupide. Il peut être athée non stupide. De toute façon, ces constitutions disparaissent et on en construit de nouvelles à 1733, le même Anderson, où on conclut... Grande Loge d'Angleterre, c'est ça, hein? C'est Grande Loge d'Angleterre? Grande Loge Unie d'Angleterre. Grande Loge Unie d'Angleterre, d'accord. Où on conclut qu'un franc-maçon doit être un véritable noachite. Noachite? Oui, c'est-à-dire disciple de Noé. Yannick Noah, de Noé. C'est-à-dire, il y a 7 préceptes noachites dans la Bible, et ils se sont servis de ces recommandations magnifiques, tu ne tueras point, etc. C'est avant
les 10 commandements, hein, Ah oui, mais c'est ça. il y en a 7. Donc ça les intéresse. Donc ça représente des vertus qu'un franc-maçon doit posséder en lui. Ce sont Ça reste très très proche des catholiques. Parce que ce sont les mêmes. Les catholiques vont suivre ces vertus-là aussi, non? les catholiques. Les catholiques suivent également les vertus, vont suivre les 10 commandements, vont étudier Mais également. les 10 commandements, Noé. les 10 commandements, c'est pas catholique. Non, c'est pas catholique, c'est l'Ancien Testament, mais je veux dire, c'est que tu sois de religion hébraïque, religion catholique, finalement, ce sont des. Tu les portes déjà à partir du moment où tu es croyant. Oui, je ne connais pas les 10 commandements catholiques ni chrétiens. Non, mais j'ai les 10 commandements qu'on retrouve dans l'Ancien Testament tout court, Oui, mais Moïse. Noé, ça précède Moïse. Ça précède Moïse, ouais. Oui, Noé, c'est le 4e descendant d'Adam. Mais les chrétiens et, Oui. et les Hébreux suivent aussi ces préceptes-là. Les chrétiens suivent ces préceptes-là? Non? Je n'en sais rien. Je me pose la question. Je Parce pense que l'Ancien Testament, ça fait quand même partie de la Bible et les chrétiens. Oui, si on veut, oui. Oui, la Genèse, en tout cas. Oui. Ben, oui. Oui, et les évangiles reprennent un certain nombre de prophètes, Isaïe, Jérémie, Daniel, bien sûr. Soit. Et tu ne tueras point, ben, ce précepte, finalement, il est suivi par tout le monde. Oui. C'est pas le cas, mais. Non, on le devrait. Oui. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné? Non, c'était simplement pour donner l'exemple qu'ils se servent des textes saints, des textes sacrés, des écritures, pour commencer à travailler sur la symbolique de la franc-maçonnerie. D'accord. Et eux vont y réfléchir plutôt que de y croire simplement. Ils vont se questionner. Bien évidemment. C'est ça. Ils vont retravailler et aller un peu plus loin. Et comme ils ont créé ça le jour du solstice d'été, ils vont appeler ça une loge de Saint-Jean. D'accord. Et un des livres les plus usités, pas chez moi en l'occurrence, mais des plus usités en franc-maçonnerie, c'est l'évangile de Jean. Les 17 premiers versets de l'évangile de Jean, et au début était le Verbe, et puis le Verbe se fichait. C'est 17. la Genèse? Non. Non. 17, non, c'est l'évangile de Jean. D'accord. Donc le 4e évangile, qui, outre cela, a parfois des relents d'antisémitisme. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Qui n'a pas de relents d'antisémitisme dans la religion catholique? Pas Saint Paul, en tout cas, qui était juif lui-même, mais Jean aussi était juif. C'est un problème. Les 4 évangélistes étaient juifs. Le Christ était juif. Donc cette religion, la religion catholique, n'existe qu'après le 4e siècle. De 0 à Nicée, ça n'existe pas, la religion catholique. Il est évident que le Christ et ses disciples n'avaient aucune intention de créer une nouvelle religion. Oui, c'est ça. Ça a été repris, quoi. Paul, C'est Paul qui va partir à Rome. C'est Paul qui va. il est romain, Paul. C'est ça. Et qui va supprimer la circoncision également, parce que c'est ça, hein. Oui, exactement. Donc Paul va... Il fait du marketing, quoi. Ah oui, largement, avec une épée. Hein. Ah. Paul va dire, vous n'êtes pas obligé d'être circoncis. Parce que les Romains ne voulaient pas ça. Oui, oui. Ça se vendait moins bien, quoi. Et surtout, vous êtes obligé de croire en la résurrection. Et là, les Romains n'ont rien à voir. Rien. Ça, c'est Paul. Ça, c'est Paul. C'est Paul qui dit, vous êtes obligé, il y a la résurrection et la non-circoncision. Et c'est là où... Mais la non-circoncision, c'est des discussions éternelles. Moïse est puni parce qu'il a oublié de faire circoncire son fils. Mais c'est là où, en tout cas, le franc-maçon s'arrête en disant, moi, la Trinité, je ne veux pas y croire. En tout cas, je ne veux pas devoir y croire. Non, Pas de bien dogme. sûr. Mais par contre, je prête, dans ces écritures, je vais prêter ma réflexion. Exactement pourquoi le franc-maçon, par exemple, à un certain moment, je ne préciserai pas lequel, etc., c'est pas intéressant, se dit pourquoi est-ce que le christianisme primitif a existé. Et il se pose une question. Il se pose une question sur les ecclésies, sur l'ictus, sur des choses comme ça. Il y répond pas de manière certaine, mais au moins il se pose la question. Il se questionne.
L'important, c'est pas la réponse, c'est la question qu'on pose. L'important, c'est pas le but, c'est le chemin. C'est le chemin, oui. Ça, c'est aussi de la franc-maçonnerie. C'est un exemple. L'Apocalypse, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Hein. Donc, ensuite, loge de Saint-Jean, c'est ça? Il y a la constitution d'Anderson qui va être revue, qui va être refaite par la suite. Et qu'est-ce qui se passe entre cette loge, cette constitution de loge, jusqu'à nos jours, ici à Mons? Qu'est-ce qui va se passer? Des millions de querelles, des millions de ruptures, des suppressions, des revivalismes, des renaissances. Un personnage important à Mons, essentiel, qui s'appelle le marquis de Gage, et la légende. Non. Le fait non avéré qu'à Mons est créée la première loge du continent, 1721. Doit pas être très juste. Dunkerque le réclame et Namur aussi. Non avéré parce que pas d'écrit, pas... Aucun. Mais alors comment on le sait? C'est juste là une transmission orale qui s'est perpétuée? On peut raconter, parce qu'à un certain moment, le marquis de Gage, qui était le grand maître des Pays-Bas, mais on est déjà au 19e. Hein. Il faisait quand même il faisait un peu de commerce quand même de quoi, le marquis de Gage, lui? Non. Il est l'ami de Joseph II qui supprime les loges partout, sauf il n'en garde que 3, grâce à l'intervention du marquis de Gage et du prince de Ligne, haut personnage intéressant. Et il les supprime pourquoi? Parce qu'il est lui catholique? Non, parce qu'il est autoritaire, il veut un pouvoir central. J'ai l'impression que dès que quelqu'un veut un pouvoir central, on supprime la libre pensée des francs-maçons. Oui, c'est un support du libre examen et de la libre pensée, indiscutablement. Même si de temps en temps, il y a des déviances et des erreurs. Partout. Oui, mais moins qu'ailleurs. Il y a la querelle des anciens et des modernes, enfin, il y a plein de choses. Il y a la suppression de la parfaite union qui revient au moment de la création du Grand Orient. La parfaite union qui est la première loge réputée du continent. Ah, la parfaite union. La parfaite union, la première loge de Mons. D'accord. 1721. Qui va être supprimée et qui va... Non, supprimée, qui va tomber en désuétude. D'accord. Il y en a d'autres. Ils vont se réunir avec la parfaite harmonie pour faire la Concorde. 1888, création du Grand Orient de Belgique. 1721, c'est évidemment pas le Grand Orient. 1788. 1788. Donc ça va 1888. Un siècle. Oui. Et puis ça continue, et là, on a toutes les traces, y compris celles de l'emprisonnement, des camps de concentration des francs-maçons qui vont y laisser leur peau. Léopold de Berre, par exemple, très très important, et beaucoup d'autres. Qui vont être envoyés dans les camps. Oui. D'accord, parce qu'ils sont francs-maçons uniquement. Oui, enfin, le fait d'être franc-maçon les fait résister. J'avais lu un bouquin français où j'avais entendu que les pétainistes étaient plus virulents encore que les nazis sur les francs-maçons en disant... Oui. Les nazis disaient... ils en voulaient aux juifs, mais les pétainistes disaient les francs-maçons, eux, ont choisi de l'être. Oui. Même sur les juifs, le Veldiv, c'est strictement français. Non, pas strictement. C'est une démarche française. Hein. Le Veldiv, c'était les juifs. Maintenant, il y avait des juifs francs-maçons. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des juifs francs-maçons. Même si la création de la franc-maçonnerie 1717, un certain nombre de juifs vont venir. Beaucoup. Donc, il y a des protestants, y compris des huguenots, donc des pasteurs protestants, des huguenots, des anglais purs, des anglicans, et quelques juifs qui vont arriver. Évidemment, eux vont traiter facilement de la Bible qu'ils lisent dans le texte. Donc on va redévelopper un certain nombre de mythes de la Bible. Je parlais de Babel, on peut parler de Noé, bien sûr. Première alliance, Noé. C'est le mythe de la première alliance
On parle de Dieu au XVIIIe siècle, en maçonnerie. Tout libre examen, tout libre conscient que peut être la maçonnerie au XVIIIe siècle en Angleterre, on parle de Dieu. J'ai l'impression que c'est un mot qui est devenu tabou avec le temps, comme si le mot Dieu était exclusivement réservé aux catholiques et du coup on a des difficultés à se l'approprier. C'est juste ou c'est... C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste comme la catéchèse. La catéchèse n'appartient pas aux catholiques. Non, le mot Dieu doit être réemployé non pas comme être supérieur, mais comme référent historique. Et la catéchèse? La catéchèse n'est pas exclusivement catholique. Non, bien sûr. Tu peux développer? Ben oui, bien sûr. Nous pouvons... Je veux dire que l'instruction maçonnique est une forme de catéchèse. Comme le catéchisme t'apprend l'histoire. L'instruction maçonnique t'apprend... Mais catéchèse, ce n'est pas de l'instruction, parce que là, on est vraiment dans une personne qui te transmet les choses qu'il faut apprendre. Oui, c'est un enseignement, oui. Oui, c'est ça. C'est un enseignement. C'est une nuance. Nous faisons que de l'instruction. D'accord. Ok. Voilà. Donc, il y a... Ce qui est intéressant en maçonnerie, c'est qu'il y a un certain nombre disons, de conférences, plus ou moins savantes, parfois pas du tout, et que on essaie de sortir la substantifique moelle en essayant d'interpréter ce qu'a voulu dire la communication de l'orateur, du conférencier, par rapport à tout l'atelier. Et j'ai l'impression que c'est plus qu'intellectualiser les choses. J'ai l'impression qu'on va au-delà de ça. Ah, on n'est pas là pour simplifier, ça c'est vrai. On est là pour permettre de tout dire, de tout comprendre et de poser toutes les questions qu'on veut, mais on peut prendre la parole qu'une seule fois. C'est un règlement. On doit prendre son temps pour bien réfléchir, bien tourner les mots, comme on dit, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Quoi. Ou pour ne rien dire. Ou pour ne rien dire. Ou ne rien dire. Ça on peut ne rien dire. Oui, si on est 50, si chacun pose une question, on n'en finit pas. Oui, c'est ça. Il y a au maximum 10 questions. Maximum 10 questions par conférence. Ça me paraît, en tout cas, ça me paraît quelque chose de fondamentalement intéressant, pouvoir se rencontrer entre personnes qui décident de réfléchir sur un sujet, sans tabou, sans dogme. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont dû frapper à la porte. Les qualités, encore, pour qu'une personne qui s'interroge? Des vertus, tolérance, générosité, probité. Travail? Une promesse de travail, que tout le monde ne tient pas. Et du temps, tu as dit, c'est ça. Il faut avoir du temps, mais ça, tu es prévenu que ça prend du temps. C'est ça. Voilà. Et supporter la cuisine. Et supporter la cuisine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu m'as dit, c'est ça? Ok. C'est un peu comme dans Astérix et Obélix, il y a le repas à la fin ou bien c'est au début? Comment ça se passe? Pas d'importance. Pas d'importance. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu peux me citer 3 livres qui, pour toi, seraient vraiment intéressants pour les personnes qui ont écouté cet entretien en se disant, voilà, 3 livres par lesquels on doit commencer ou par lesquels il faut passer? Oui, d'abord le premier. Le premier, c'est La franc-maçonnerie pour les nuls. Ce qui n'est pas du tout un livre simple. Hein. Déjà, si on arrive au bout de la franc-maçonnerie pour les nuls, c'est très très bien parce que c'est à la fois thématique et synoptique. Je pense que ça suffit, d'autant plus que dans cette franc-maçonnerie pour les nuls, il y a une bibliographie qui est tout à fait bien. Maintenant, des bouquins, j'en ai deux bibliothèques pleines. Deux bouquins qui t'ont, toi, vraiment touché, qui t'ont marqué, maçonnique ou pas. 2 bouquins où tu te dis, mais ça, ce sont des fondamentaux qui t'ont, toi, vraiment profondément touché. Le moine et le vénérable de Jacques... Machin Jacques, enfin le moine et le vénérable. On le mettra en lien, oui. Et, je sais pas, il y en a tellement. Mais lisons la franc-maçonnerie pour les nuls.
Il y a un roman qui t'a touché, une histoire qui t'a marqué. Le moine et le vénérable, oui. Et alors, il y a quand même toute une série d'histoires. Il suffit de taper franc-maçonnerie. Et hors franc-maçonnerie, un classique qui, toi, Michel Tanner, t'a vraiment marqué. Dans la vie? Ouais, un classique incontournable, auquel tu retournes tout le temps. C'est le Petit Prince de Michel Tanner, qu'est-ce que c'est, quoi? C'est quoi le bouquin de chevet? Le Petit Prince de Michel Tanner, c'est le Petit Prince. Le Petit Prince, ça... Non. Oui, j'ai ton bouquin à toi, vraiment. Livre, c'est dans le Petit Prince, on dit un rituel fait qu'un jour est différent d'un autre jour. C'est tellement maçonnique, il était franc-maçon. Hein. Saint-Exupéry? Bien sûr. Je sais pas, moi, le livre classique, je sais pas, je vais tellement faire hérisser les gens si je dis, je sais pas, Bouvard et Pécuchet que... Très bien. Il n'était pas du tout franc-maçon, Flaubert. Hein. Il aurait même été un peu opposé. Mais Bouvard et Pécuchet, c'est prodigieux. Classique, je sais pas, il y a des bouquins contemporains qui sont extraordinaires. Sandro Veronese, il faut absolument lire. Il faut lire 1984. Oui. La dernière traduction 1984 d'Orwell, c'est extraordinaire. Alors, non. Si le bouquin, l'auteur qui pour moi me transporte, me passionne, c'est Eri De Luca. Alors, si vous voulez lire quelque chose de beau, d'intelligent, de vertueux, d'extraordinaire, il faut lire Le tort du soldat. Le tort du soldat. T-O-R-T du soldat, d'Eri De Luca. Et si vous avez aimé, ce qui, au contraire, m'étonnerait, vous lirez La nature exposée. C'est un homme qui n'est pas du tout franc-maçon, pas du tout, pourquoi pas du tout, mais qui n'est pas franc-maçon. Tu sais qu'il ne l'est pas? Non, je ne sais pas, mais je crois. Qui lit la Torah tous les jours et qui ne croit en rien, en un Dieu extérieur et qui s'est pris d'amour pour le yiddish. C'est assez passionnant comme auteur. C'est un auteur napolitain, c'est absolument magnifique. Il devrait avoir le prix Nobel. Voilà. Les 3 dernières questions pour cette émission. La première des 3, qu'est-ce que tu aimerais laisser à l'humanité? Qu'est-ce que tu voudrais quel legs tu voudrais laisser à l'humanité? Rien. Je voudrais rien. J'ai essayé je ne laisse rien, j'ai essayé de partager, de donner. Si ça a fonctionné, ce n'est pas une fonction, mais si ça a fonctionné, tant mieux. Que je n'ai rien à laisser. Non. J'espère que je laisserai un souvenir. Voilà, la notion d'immortalité fait que on pourrait en parler par rapport à la divinité. Qu'est-ce que sera si on lit la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, que serait le monde à la venue du Messie, Messia? À mon avis, ce serait la fin de l'histoire, dont on a déjà beaucoup parlé, dont des très grands auteurs et des très grands penseurs ont parlé. À mon avis, si le Messie vient, ce à quoi je ne crois pas, hein, je pense qu'à ce moment-là, c'est la fin de l'histoire. Et j'ai une discussion tout le temps, et je dis, moi, je sais quand aura lieu la fin du monde. Ah bon? Je dis, je ne connais pas la date, mais je sais quand aura lieu la fin du monde. Et on me dit, c'est quand? Je dis, quand je mourrai. Alors on dit, oui, mais non, ça c'est la fin de ton monde. Je dis, non, c'est la fin du monde, puisque c'est une perception, le monde. C'est seulement une phénoménologie. Donc voilà. Et les gays, j'espère, pas de chagrin, surtout. J'espère que la manière de vivre heureux, Montaigne,
Oui, je pense, la pensée de Montaigne, dont on n'a pas parlé, mais que serait la franc-maçonnerie sans Montaigne? 16e Montaigne, donc il n'a pas connu la franc-maçonnerie, puisqu'il est français. Avant-dernière question. Que veux-tu laisser à ta famille? La même chose qu'à tout le monde. J'espère une joie de vivre, le bonheur, le bonheur le matin de te savoir vivant. Que cherche l'homme? Le bonheur. Quel que soit son bonheur, même les sadomaso, c'est une forme de bonheur, c'est pas le mien, mais j'espère qu'ils continueront à vivre dans la joie de vivre et dans le bonheur, se lever le matin et dire, voilà. Eh, tiens, mes enfants, ils diront, tiens, qu'est-ce que mon père aurait dit? J'espère qu'ils auront un sourire. Et la dernière question, on en a parlé beaucoup, mais c'est vraiment donc très personnel maintenant. Pour toi, et Dieu dans tout ça? Ben, Dieu, comme personnalité extérieure, ça n'existe pas. Il n'y a pas un Dieu. Il n'y a pas... Maintenant, ne me demande pas ce qui se passait, question quantique s'il en est, ce qui se passait avant le Big Bang. Le temps, est-ce que le temps est Dieu? Est-ce que ce qui est avant le fameux mur de Planck peut nous dire qu'il y a un Dieu? Bien sûr qu'il n'y a pas de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a des croyants radicaux, cruels, pas bons, méchants. On peut dire ce qu'on veut de Dieu. Il faut arrêter de nous empêcher de parler de Dieu pour en dire n'importe quoi. Le Dieu des Juifs, par exemple, des Israélites, employons les mots qui conviennent. Il est méchant, jaloux, rancunier. Je suis ce que je serai, je serai ce que je serai ce que je serai. Pas je suis ce que je suis. Ça n'existe pas. Donc, Yahvé ou Echacher, ça ne veut pas dire je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, ça ne se dit pas en hébreu biblique. Il n'y a pas d'indicatif présent en hébreu biblique. Donc, on peut en dire ce qu'on veut, sans réserve. Alors j'ai une dernière question pour toi, toute spéciale. Et l'amour alors? Ben, l'amour, c'est le quotidien. C'est se lever le matin. C'est se dire que on n'est pas tout seul, qu'on aime et on est aimé. Il y a des moments où ça marche un peu moins bien, mais globalement, c'est ça. Merci Michel, merci pour cet entretien. À très bientôt. Je pense selon les remarques de nos auditeurs, certainement qu'on va se revoir et j'aurai encore plein de questions à te poser. Non, sûrement. À tout bientôt. À bientôt.